Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie du top 42 de mes vilains d'ici préférés. Alors, je répète vite fait les bails, c'est forcément un top subjectif, c'est mes vilains préférés, et oui, c'est une deuxième partie puisque il y a déjà eu la première. Voilà. En fait, ça va être même plein de petites vidéos comme ça. Donc voilà, n'hésite pas à regarder la première pour recommencer du début, et puis bon, si jamais tu veux commencer qu'à partir d'ici, ça doit être possible. Bon voyage. Numéro 33, Killer Croc. Killer Croc, ou Waylon Jones de son petit nom, est un personnage ambigu, ou du moins tout autant que peut l'être un membre de la galerie de vilains de Batman. Il souffre d'une maladie rare qui lui donne l'apparence d'un crocodile, condition qui s'empire de plus en plus au fil du temps, ce qui donne aussi lieu à une évolution graphique du personnage assez dingue. J'aime beaucoup Killer Croc, mais je crois que je préfère l'ancienne version du personnage à celle que l'on trouve actuellement, beaucoup plus animale. Au début, on est vraiment sur un personnage qui n'aime pas l'humanité et qui réfléchit comme un être humain qui se balade pas à moitié à poil dans les égouts. On est en 1983 et le perso est en costard et personne ne touche au croc, petit homme. Et ça a plus de gueule que certains de ces barbariques actuels ou le faire bouffer le cadavre d'un autre super vilain animal mort. Bon sang, c'était dégueulasse. Je trouve que le personnage est très intéressant, mais qu'il perd de sa superbe dans les comics depuis pas mal de temps, à servir de sorte de sous-fifre à n'importe quel vilain de Batman qui formerait une petite alliance dans son coin. Et encore, je dis vilain de Batman. Mais pour un aide qui supporte pas les autres, il se retrouve dans n'importe quel type de super vilain qui passe. Lex Luthor, Libra... Bref, je le trouve un peu trop sociable ces derniers temps. Certes, il est plus animal, mais un animal qui semble aussi s'être domestiqué. Bizarrement, là où la version plus humaine me semblait plus intéressante. Bref, je suis plus Team Batman 471, où le personnage est ciselé de façon incroyable, que la version où Swamp Thing tente de réveiller le côté animal de Waylon Jones. Bref, Killer Croc se cachera du monde à la 33e place. Numéro 32, Vandal Savage. Vandal Savage, un nom qui respire la poésie, n'est-ce pas ? Créé en 1943 en tant qu'ennemi du premier Green Lantern Alan Scott, Vandal Agd est un Cro-Magnon qui a été exposé à des radiations d'une météorite et est devenu très intelligent et immortel. Son objectif est de prendre petit à petit le contrôle du monde, et forcément il s'est battu contre à peu près tout le monde. Bon, ce qui est cool avec Vandal Savage, déjà, c'est le look. À part quelques fautes de mauvais goût ici ou là dans son histoire, c'est souvent un look qui marque. Un truc un peu dandy, victorien, voilà, généralement mélange de plusieurs cultures. Non, c'est vachement cool. Et puis, le gars est immortel et a été un des premiers à connaître l'existence du multivers. Du coup, avant Crisis, il a souvent été le méchant qui a servi à se faire réunir différentes versions des personnages, comme les différents Flash, les différents Superman. Il est peu touché par les différents reboots, l'immortalité aidant. Il a de nombreux héritiers à travers le temps, mais n'en reconnaît qu'une. Sa fille, Scandal Savage. Ouais, il est pas très fort niveau nom. On pense même qu'il s'agit du premier meurtrier de l'histoire de la Terre. Le Caïn biblique pour l'univers d'ici, et merde, si ça lui vaut pas déjà une place dans un top des méchants d'ici préférés, je sais pas ce qu'il vaut. Et c'est pour ça qu'il trône à la 32e place. Numéro 31, Solomon Grundy. Alors, mes excuses d'avance si cela s'avère faux, mais j'imagine déjà certaines réactions au niveau de l'audience. Oh, encore un vilain de Batman, de toute façon, il n'y a que ça de bon chez DC, et tutti quanti. Je comprends que certains en aient marre de voir l'homme chauve-souris partout, mais il faut aussi avouer qu'il a piqué les ennemis des autres. Parce que Solomon Grundy, c'est pas vraiment un ennemi de Batman à la base. Non, Cyrus Gold, un marchand de la fin du 19e siècle, je vous l'avais dit que ça reviendrait, a été tué et jeté dans un marais avant de se réveiller bien des années après pour se venger. Et en fait, c'est un vilain du premier Green Lantern, Alan Scott. Bon, par extension, il deviendra bien vite aussi une menace pour la Société de Justice d'Amérique, tout comme Lex Luthor est aussi devenu une menace pour la Ligue de Justice. Le personnage est vieux, il date de 1944 et a connu de multiples origines au fil du temps. Comme une où il est lié à Parasite, ennemi énergivore de Superman, avec même Swamp Thing dans l'équation. En fait, une partie du fun du personnage, c'est même qu'il a pratiquement été voir tout le monde.
Il va même squatter la cave de Green Arrow pendant que ce dernier est absent. C'est dire. Un autre truc fun avec le perso, c'est qu'il est lié à une comptine. C'est mon kiff, les comptines. Ça me fait plaisir dès que c'est un peu travaillé dans l'intégration. Et avec Grundy, je suis servi. Avec en plus le côté symbolique que c'est l'un de ces tueurs qu'il nomme ainsi lorsqu'il se venge la première fois. Bref, Solomon Grundy, Born on a Monday, voilà. Bref, pour résumer, personnage plus qu'original, qui a un lien avec une comptine, et a même dans certaines versions un tic vocal en relation, ce qui est mon kiff multiplié par 2, et aussi un côté baroudeur, puisque le perso a traîné un peu partout dans l'univers d'ici. C'est LA recette pour avoir un zombie à la 31e place de ce classement. Numéro 30, Starro. Ah là là là, la terreur des astériéphobes. Nom que je viens juste d'inventer, comme ça, sur la racine latine d'étoile de mer. Parce que, oui, Starro, c'est une étoile de mer. Mais surtout une étoile de mer galactique qui vit dans l'espace. Les comics sont formidables, bon sang. Starro, c'est le premier ennemi de la Ligue de Justice. Celui qui doit du coup être suffisamment formidable pour pousser ces êtres surhumains à devoir se rassembler pour le battre. Oui, je suis de l'école Brave on the Bold de 28 sur la construction de la Ligue. Non, parce que, de base, ok, l'étoile de mer, elle a pas l'air méchante, même si son œil gigantesque est un peu chelou, mais le truc, c'est qu'elle est capable de produire des milliards de petites versions d'elle-même qu'elle peut lâcher sur une planète et prendre le contrôle mental de tous ceux à qui elle s'accroche. Une sorte de facehugger alien version télépathe. Bref, il y a une raison pour laquelle on l'appelle Starro le Conquérant. En plus, il n'y en a pas qu'un de ces machins. Ils sont au contraire un bon paquet. Et là encore, je vous ai fait la version gentillette de l'âge d'argent, si on peut dire. Ensuite, on a droit à une version totalement badass qui nous montre un dernier survivant d'une planète extraterrestre dévarée justement par les Starro un peu anciens et qui décide que maintenant, c'était lui le Starro en chef et que vas-y qu'on contire 9 galaxies au passage. 9 galaxies avec une hache. Rebelle, c'était vraiment un titre génial. Bref, Starro, même s'il paye pas forcément de mine vu comme ça, c'est un concept génial et il mérite amplement sa 30e place. Numéro 29. Père Degaton. Père Degaton. Encore un nom qui claque pas mal, ça doit aussi faire partie de mes kiffs, ça. Et en plus, il voyage dans le temps. Ok, vendu. Père Degaton est un de mes vilains préférés de la Société de Justice d'Amérique. Il est lié au 10e numéro de l'équipe, All Star Comics 10, une des premières vraies aventures de l'équipe, même si, bon, comme souvent, ils se séparent en petits groupes. Non, au début, ils ont vraiment du mal à travailler en équipe, les oiseaux. C'est vraiment pas leur kiff. Bref, dans cette histoire, on parle de voyage dans le temps. L'équipe va faire les ouaves là-bas. Bref, c'est très bon enfant et en même temps très America fuck yeah. Bref, c'est les débuts de la JSA. Ça, on ne peut rien y changer. Le plus intéressant, c'est qu'en 1947, on nous explique rétroactivement que l'un des assistants de ces scientifiques avait eu un âme à penchant maléfique. Il a réussi à voler la machine à voyager dans le temps et va commencer à devenir un vilain qui voyage dans le temps pour juste devenir le maître du monde parce que... Of course! Et c'est là que ça devient intéressant. Car contrairement à pas mal de vilains temporels, Père Degaton a des contre-mesures si son plan foire. Par exemple, s'il est tué, il a d'autres machines qui doivent faire en sorte qu'il revienne à son point de départ, juste avant de s'emparer de la machine. À partir de là, Père Degaton est dans une boucle temporelle sans fin, un événement temporel en lui-même. À chacune de ses morts, il revient à ce moment précis et recommence à travailler sur une nouvelle façon de devenir le maître du monde. C'est comme ça que l'on peut faire des histoires à grands enjeux avec Père Degaton, comme arrêter Alexandre le Grand, changer l'histoire de Pearl Harbor, recruter les pires crevards de toute l'histoire, faire croire que les membres de la Société de Justice sont des traîtres avec le journal de Batman une fois qu'il est mort. Les possibilités sont infinies et on ne sait jamais dans quel ordre on va rencontrer Père Degaton, quelle version de lui-même. Car celui-ci a des capacités supplémentaires selon les époques. Le seul moyen de l'arrêter, c'est de l'enfermer, ce qui l'empêche de retourner à son point de départ. Mais il n'est pas immortel et une fois mort, il est de retour à son point de départ et recommence. Thanos, me faites pas rire. Père Degaton, lui, est inéluctable et il vit à la 29e place de ce classement, malgré une utilisation beaucoup plus réduite ces derniers temps.
Numéro 28, Man-Bat. Man-Bat, alias Kirk Langstrom, est un membre de la galerie de vilains de Batman. Mais aussi un allié. C'est compliqué à dire. Man-Bat, c'est un scientifique qui étudiait comme par hasard les chauves-souris et qui a inventé un sérum qui permet de se transformer en chiroptère. Oui, j'essaye d'éviter de trop répéter chauve-souris. Du coup, je viens de perdre. Bref. L'idée du sérum, à la base, c'est de combattre la surdité en reproduisant l'ouïe des chiroptères. Mais forcément, on est chez Batman, donc gothique, et ça le transforme en chauve-souris. Sa femme aussi, et ça fait une bonne histoire. Par contre, le voir à chaque fois retomber, il commence à devenir un peu ridicule. Je veux dire, on peut tromper un homme 1000 fois. Non, on peut tromper 1000 hommes une fois. Non, attends. Je vais prendre un chewing-gum. Bref, à force de voir cette histoire se répéter, même dans une version extrêmement belle dessinée par John Bolton, ça se répète à mort. Et ça amoindrit le tout au final. Batman n'a pas vraiment besoin d'un pendant animal, comparé par exemple à Spider-Man, qui lui a vraiment des gènes animales en lui. Et voir le scientifique sans cesse retomber dans ce piège ou travers, le fait baisser un peu par rapport à la qualité gothique de ces histoires. À un moment, DC attendait de l'intégrer plus, en le mettant en avant par exemple dans le titre The Batman Family. Il revient 11 fois sur seulement 20 numéros. Par contre, ses propres séries, elles durent pratiquement pas. Pour le plaisir, je me dois quand même de parler d'Action Comics 600, où Man-Bat doit calmer un Superman énervé à cause de la kryptonite. Mais en dehors de ça, il est peu utilisé en dehors de Batman, alors qu'il pourrait sans doute prendre son envol un peu en dehors de l'univers de l'homme chauve-souris. Non, l'homme chiroptère, ça claque. Et c'est pourquoi Man-Bat s'endort la tête en bas à la 28e place. Numéro 27, Larfleeze. Autre personnage plutôt récent, Larfleeze, qui date de 2008, du fameux run de Geoff Johns sur Green Lantern, run qui introduit de nouvelles couleurs de lanterne attachées à d'autres émotions que la volonté. Une nouvelle chose qui n'a pas forcément fait l'unanimité sur le moment. Moi-même, j'avais quelques réticences, mais c'est Larfleeze qui me l'a vendu, car le perso permet vraiment d'avoir quelque chose de différent dans cet univers. Larfleeze, c'est l'agent orange, l'incarnation de l'avarice, impossible donc d'avoir une armée colorée comme les autres, puisque Larfleeze refuse de partager son pouvoir, rejoignant donc les marionnettes vertes et les mouettes. C'est un personnage qui a un background plus intéressant que beaucoup de méchants de l'univers Green Lantern, et il est tout à fait capable de tenir des séries centrées sur lui. On a fait des tests en complément d'un autre magazine, Threshold, ça a fonctionné, on lui a donné sa propre série, elle a duré seulement 12 numéros, mais c'était scénarisé par Giffen et De Matteis, du coup j'étais vraiment très fan. Pour un personnage si récent, il a vraiment bien pris, et il a permis un véritable vent de fraîcheur dans l'univers de Green Lantern. Il commence même à se retrouver un peu partout dans l'univers d'ici. Il apporte quelque chose de nouveau, et c'est pour ça que Larfleeze compte ses possessions à la 27e place de Stop. Numéro 26, Mirror Master, alias le maître des miroirs. Ah, le maître des miroirs, fameux ennemi de Flash, membre des Rogues, ce groupe de vilains de Central City qui se serre les coudes, et l'un des rares membres des Rogues qui va apparaître dans Stop. Ouh, le spoil! Oui. Je kiffe le concept de Rogue en tant que vilains qui font franc commun. Mais individuellement, ils sont pas forcément les plus intéressants du monde. Par contre, le maître des miroirs m'a toujours plu. Enfin, les maîtres du miroir, puisqu'il y en a eu 2 très importants. Oui, c'est encore un personnage à héritage. Grande spécialité de DC. Le premier maître des miroirs s'appelle Sam Scudder, et il apparaît dans le numéro 105 de la série The Flash. C'est le premier numéro où Barry Allen a le droit à sa propre série et non plus d'apparaître dans les showcases. C'est un numéro 105 parce qu'on reprend la numérotation en fait des anciens numéros Flash. Donc exactement comme pour le Joker chez Batman. Déjà ça commence bien pour lui. D'ailleurs il mourra à peu près en même temps que Barry Allen pendant Crisis on Infinite Earths. Je trouve que c'est un joli miroir. Miroir. Bref, Sam Scudder c'est le maître des miroirs originel. Un personnage qui est un criminel à la base, et qui va trouver comment faire pour rentrer dans les miroirs, juste parce que il veut trouver comment on fait pour rentrer dans les miroirs, et en sortir dans un autre miroir, puisqu'ils sont forcément tous connectés. Un personnage peu crédible, c'est vrai,
mais qui avait 2-3 sous-intrigues intéressantes, comme le fait qu'il était amoureux de la sœur de Captain Cold, une vilaine du nom de Golden Glider. Ensuite, comme je vous ai dit, il est mort, et Captain Boomerang a utilisé le nom pour faire des crimes sans se faire choper, pendant l'époque où il était dans la Suicide Squad. Parce que s'il se fait choper, la tête, elle explose. Mais le vrai successeur du Maître du Miroir, c'est Evan McCulloch, un orphelin écossais qui a grandi en devenant l'un des meilleurs mercenaires du Royaume-Uni, et qui s'est rendu à la police en apprenant qu'il a tué pendant un contrat son père biologique, et que sa mère s'est suicidée juste après. Le gouvernement américain l'a récupéré alors, et lui a donné l'équipement du premier Maître des Miroirs, en essayant de lui faire quelques missions. Il va refuser bien vite les missions du gouvernement, qui était alors de faire taire par différents moyens le héros Animal Man, qui à l'époque luttait très activement pour le droit des animaux. Mais il ne va pas rester du côté des héros très longtemps. Très vite, il rejoint le groupe des Rogues, et à partir de là, il va être le Maître des Miroirs que j'adore, un criminel avec un code de l'honneur, mais un criminel quand même, et qui découvre énormément de nouvelles choses sur la dimension des miroirs. Et puis, les New 52 sont arrivés avec leurs gros sabots, ils ont tout effacé, ils ont remis Sam Scudder, ils en ont rien fait avec, et puis voilà. Il n'empêche que malgré cela, le Maître des Miroirs se trouve à la 26e place de Stop. Numéro 25. Joe Chill. Bon, choix qui sera sans doute plutôt controversé, mais j'assume à mort. Joe Chill à la 25e place. Joe Chill, c'est pas un grand méchant de l'univers d'ici. C'est pas un grand rôle qui a au moins une fois fait le poids face à un héros. Mais quel rôle, bon sang! Joe Chill, c'est le meurtrier des parents de Batman, Thomas et Martha Wayne. Et là vous vous dites, quoi? Il a aussi un hôtel pour le type qui a tué l'oncle Ben? Eh ben en fait non, pas du tout. Parce que Joe Chill a un rôle bien plus important que de lancer le héros. Ici Batman, mais il définit aussi son rapport aux autres. Je le dis ici, l'existence ou non de Joe Chill, son inclusion dans la continuité ou non, a de tout temps changé le rapport de Batman aux autres ainsi que sa mission. Il est techniquement apparu dans Detective Comics 33, ce qui donne une origine à l'homme chauve-souris. Mais son nom n'apparaît qu'en 1948, dans le numéro 47 de Batman, dans ce qui sera le modèle de 80% des histoires où le personnage apparaît. Batman retrouve Joe Chill qui travaille avec d'autres criminels. Batman lui dit qu'il est le fils du couple qu'il a tué ce soir-là, qu'il est Bruce Wayne, et Joe Chill terrifié s'enfuit. Il va rejoindre ses comparses et leur crie « Oh mon Dieu, j'ai créé Batman !» Dans la surprise de cette révélation et sans vraiment y réfléchir, les criminels vont tabasser Joe Chill à mort. Batman va s'interposer pour le protéger, mais c'est trop tard. Le meurtrier de ses parents meurt dans ses bras. Batman a eu sa vengeance, tout en protégeant son code d'honneur, celui de ne plus prendre aucune vie. Autant vous dire que la version par exemple de Batman année 2, où on laisse planer le doute sur le fait que Batman aurait pu tuer Joe Chill, n'a pas vraiment mes faveurs. Mais chose très intéressante. Une fois la vengeance effectuée, Batman est plus apaisé. Son rapport au criminel est plus sain. Il ne cherche plus la vengeance, il l'a eue. Et a plus du coup un côté mission à accomplir, serment à respecter. Un vrai chevalier, pour le coup. Chaque criminel n'est plus le possible assassin de ses parents, mais seulement une tâche de plus à accomplir pour effectuer son souhait de gosse. Protéger Gotham City, la cité de ses parents. Joe Chill est pour moi une des pièces les plus importantes du mythos de Batman. Et son existence ou non change énormément de choses. Seulement, principalement 2 histoires sont faites avec Joe Chill. La confrontation Batman-Joe Chill, qui est très souvent excellente, et les histoires où quelqu'un qui a connu Chill, que ce soit de la famille ou un autre criminel, est confronté à Batman. Ces histoires-là sont généralement moins intéressantes. Et c'est pour cela que malgré tout l'attrait que j'ai pour lui, il ne peut monter au-delà de la 25e place dans Stop. Et voilà, comme vous le voyez encore, je m'échauffe. Je m'échauffe beaucoup sur certains persos, donc on va faire une autre petite pause ici, et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de ce top des mes vilains préférés de l'univers de DC Comics.